Bonjour à tous. Cette vidéo va me servir d'outil de sensibilisation aux problèmes que l'on peut rencontrer en plongée et à l'utilité d'un outil qu'on appelle les tables RDP, RDP voulant dire Recreational Dive Planner, et à expliquer à quoi elles servent et à quelle catégorie de problèmes elles s'adressent. On va d'abord s'intéresser à ce qui fait qu'une personne se sent bien à la surface et on va rapidement convenir que cette personne, pour qu'elle se sente bien, il ne faut pas qu'elle ait trop froid, il ne faut pas non plus qu'elle ait trop chaud. Par ailleurs, il faut aussi qu'elle puisse voir correctement son environnement pour évoluer. Ensuite, et surtout, c'est le plus important, il faut qu'elle dispose d'organes qui sont opérationnels. Et pour qu'ils soient opérationnels, eh bien, ces organes, il faut qu'ils soient régulièrement approvisionnés en oxygène un peu partout. C'est-à-dire que le cœur, le cerveau, les muscles, les nerfs, etc., puissent bénéficier d'un apport régulier et fréquent en oxygène. Si cette personne venait à retenir sa respiration ou à être privée d'air, même en surface, on peut constater que la personne va rapidement avoir besoin de respirer, le corps va continuer à consommer l'oxygène dont il dispose, mais il n'est pas réapprovisionné. Donc, première minute, ça va être tolérable. Au bout de la deuxième minute, bon nombre d'entre nous vont avoir un franc besoin de respirer. Et au bout de 3 minutes 30, à peu près, sans entraînement particulier, le manque d'oxygène va être tel que la personne peut déjà se trouver en difficulté. Donc, même en surface, quelqu'un qui n'a pas un accès régulier à une source d'air et une source d'oxygène fraîche, va se trouver potentiellement en difficulté. Si on fait le parallèle avec quelqu'un qui s'apprête à plonger, à la différence d'une personne en surface, le plongeur ne va pas disposer d'une réserve illimitée d'air. Il va partir sous l'eau avec l'air qu'il prévoit de respirer et si on fait un calcul rapide, mettons qu'il prenne une bouteille de 15 litres, qu'il la gonfle à 200 bars, eh bien c'est comme s'il partait avec une poche de 3000 litres d'air de surface à un bar. Euh, Par ailleurs, cet air qu'il a pris en surface et qu'il a compressé ne contient pas 100% d'oxygène. On estime que l'air contient en moyenne 20-21% d'oxygène, euh, guère plus, et que le reste est majoritairement composé d'azote. Donc l'oxygène utile en plongée ne va pas être 3000 litres. Si on fait un calcul rapide, ça équivaudra à 630 litres d'oxygène utile dans la bouteille. Cette réserve, elle est donc limitée et c'est la seule principale source de survie sous l'eau. Donc on va surveiller avec une grande attention la consommation de cet air et la manière dont on le respire. Un autre facteur que l'on va surveiller avec attention, c'est la qualité et la composition des gaz respirés. Même en surface, notre personnage, s'il venait à respirer des fumées de monoxyde de carbone, eh bien, il en résulterait, de par la composition du gaz respiré, un appauvrissement de son sang en oxygène, et là encore, il serait en situation de malaise, voire d'urgence médicale, de par la qualité de l'air qu'il a respiré. Donc, une asphyxie peut aussi avoir lieu par la qualité de l'air et pas seulement le manque d'air. Alors, on a rappelé de manière un peu évidente l'importance de respirer et surtout de respirer un air de qualité suffisamment enrichi en oxygène. Maintenant, cette respiration en elle-même, elle ne vaut rien si elle n'est pas relayée pour le corps par la circulation sanguine, qui va acheminer cet oxygène respiré vers l'ensemble des organes qui en ont besoin. Donc, si cette circulation sanguine était perturbée par un caillot, par exemple, une obturation soit d'une artère, soit d'une veine, je le rappelle, les artères approvisionnent le corps en sang riche en oxygène, tandis que les veines réacheminent le sang entre guillemets usagé, appauvri en oxygène, vers les alvéoles des poumons pour qu'il puisse être réenrichi. Eh bien, si cette circulation venait à être perturbée par une obturation ou éventuellement par une fuite, prenons le cas d'une entaille suffisamment profonde pour que la personne perde beaucoup de sang, eh bien, il en résulterait là aussi un appauvrissement du corps très rapide en oxygène, soit par obturation, soit par fuite, entre guillemets. Conclusion, les facteurs en surface, on a vu que ça pouvait être asphyxie par privation d'air, asphyxie par qualité de l'air, ça peut aussi être
par thrombose, donc une artère ou une veine bouchée. Ça peut être aussi par hémorragie ou tout simplement par arrêt cardiaque, l'arrêt de la pompe qui assure le fait que cet oxygène respiré est bien capté et acheminé régulièrement à tous les organes du corps. Si on résume donc les observations, tout d'abord, l'accès à une source d'air riche en oxygène est primordial, et si on en est privé, on n'a que quelques minutes pour réagir, même en surface. Ensuite, la nature du gaz qui est respiré est également primordiale. Si on respire un gaz vicié, typiquement un gaz contaminé au monoxyde de carbone, eh bien, on va se retrouver également en situation critique, même en surface. Ensuite, indépendamment de la respiration, un autre point qui est important, c'est la circulation sanguine. Cette circulation sanguine, elle doit avoir lieu régulièrement et ne pas être perturbée, ne pas être obturée. Parmi ce qui va pouvoir la perturber, il y a les fuites, donc les hémorragies, il y a les bouchons, les caillots, mais il y a également l'arrêt de la pompe, hein. Donc là, ni fuite ni bouchon, mais c'est juste que le flux sanguin n'est plus assuré, la circulation n'est plus assurée en cas d'arrêt cardiaque. Ou encore un autre point, l'accident vasculaire cérébral qui pourrait éventuellement pénaliser les fonctions nerveuses qui assurent cette circulation. Mais quelle que soit la cause, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous ces cas, c'est l'appauvrissement du corps en oxygène qui est le problème. Quand bien même tout ça surviendrait, si quelqu'un derrière assure l'oxygénation régulière dans notre corps, on a des chances de survie. Chacune de ces observations, aussi anodine soit-elle, va avoir en fait un impact assez important en plongée. Si on ne prend que le critère de la bonne vision, eh bien en plongée, on va devoir porter un masque, mettre une couche d'air entre la rétine et l'eau pour rétablir notre capacité à voir correctement, mais aussi on va apprendre à remettre notre masque sous l'eau, à rétablir cette vision par une somme d'opérations si le masque venait à être arraché ou à fuir, de manière à pouvoir conserver cette bonne vision et cette capacité d'orientation sous l'eau. En ce qui concerne les risques d'hypothermie, on va porter une combinaison, qu'elle soit sèche ou humide, afin de ralentir le refroidissement. Et à l'inverse, si on est dans un climat chaud et qu'on a un risque de coup de chaleur ou d'être en hyperthermie, eh bien là, pour le coup, il y a aussi une somme de comportements qu'on va apprendre pour limiter ce coup de chaleur. En ce qui concerne l'oxygénation, on va embarquer avec nous une réserve de gaz oxygéné. Qu'il s'agisse d'air, qu'il s'agisse de mélange air appauvri, air enrichi, ça va dépendre un peu du profil de plongée, mais globalement, on va partir avec l'air que l'on prévoit ou le gaz que l'on prévoit de respirer tout au cours de la plongée. Pour les risques d'hémorragie, on va identifier et prévenir les risques d'entaille, les récifs, les requins typiquement, mais aussi les hélices de bateaux, et on va adopter un comportement prudent afin d'éviter tout incident bête qui pourrait mettre le plongeur en péril. En ce qui concerne l'obturation de la circulation sanguine, là par contre, il y a une prise de conscience des risques spécifiques liés à la plongée, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Pour comprendre ce qui suit, il faut réaliser que quand on est en surface, quand on est dans l'air, et qu'on est au niveau de la mer, notre corps subit une pression d'une atmosphère qu'on assimile à un bar. Un bar, ça n'est pas rien, c'est déjà une pression d'1 kg au centimètre carré. Donc toute personne se trouvant dans l'air et au niveau de la mer va subir une pression de l'air ambiant sur son corps qui est équivalente à 1 kg au centimètre carré. Pour que cette pression varie, il faudrait s'élever, il faudrait par exemple gravir une montagne, et pour qu'elle soit divisée par deux, il faudrait monter à 5500 mètres d'altitude pour ne plus subir qu'une pression d'un demi-bar. Dans l'eau, c'est différent. L'eau est un élément beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus de molécules et donc beaucoup plus de pression qui s'exerce sur tout corps immergé. Et on estime que dans l'eau, la variation est d'1 bar tous les 10 mètres. C'est pas exactement ce chiffre-là, c'est une approximation, parce que l'eau de mer va être plus riche en éléments que l'eau douce, donc il y a plus de sels minéraux par exemple dans l'eau de mer. Donc en eau de mer, si on descend à 10 mètres de profondeur, l'augmentation sera de 1,007 bar à peu près, tandis qu'en eau douce, elle sera un petit peu moins d'1 bar, elle sera de 0,98 en estimation. Mais en moyenne, on considère que quand on est dans l'eau, on va
voir la pression ambiante augmenter d'1 bar tous les 10 mètres de profondeur supplémentaire. Quand on va descendre, à 10 mètres, on sera donc à 2 bars, à 20 mètres, on sera à 3 bars, à 30 mètres, à 4 bars, etc. Prenons le cas d'un apnéiste. Cet apnéiste, quand il est en surface, respire un air qui est à une pression de 1 bar. Cet air va dans ses poumons. Mettons qu'il ait une capacité de 3 litres dans chaque poumon, ça fait 6 litres au total. L'apnéiste part avec en surface 6 litres d'air à une pression de 1 bar et va amorcer sa descente avec ces 6 litres d'air à une pression de 1 bar. Plus il va descendre, plus le plongeur va être soumis à une pression exercée par l'eau. On estime qu'elle augmente d'1 bar tous les 10 mètres environ. Donc, arrivé à une profondeur de 20 mètres, le plongeur sera soumis à une pression de 3 bars. Cette pression, elle a un effet sur tout le corps. Elle va comprimer le corps, la combinaison notamment, mais elle va également comprimer les poumons qui vont se retrouver compressés et vont avoir un volume qui est inférieur à celui qu'ils avaient en surface à une pression de 1 bar. P1V1 égale P2V2, on estime qu'un volume de gaz de 3 litres en surface à une pression de 1 bar va équivaloir à un volume de 1 litre à 3 bars. 3 litres à 1 bar égale 1 litre à 3 bars, c'est l'équation. Alors, ce n'est pas exactement ce ratio sur le corps d'un plongeur parce qu'il y a des muscles et des côtes qui viennent freiner un petit peu la compression. Mais globalement, si vous prenez un volume d'air de 3 litres en surface et que vous l'amenez à 20 mètres de profondeur, il ne fera plus que 1 litre de volume. De même, vous prenez une bouteille d'1,50 litre en surface, vous l'amenez à 20 mètres de profondeur, elle ne fera plus que 50 centilitres. En scénario scaphandre, maintenant, c'est différent. Le plongeur va respirer l'air qui est contenu dans ces bouteilles, et cet air va lui être délivré par le biais du détendeur qu'il a en bouche. Ce détendeur va capter la pression ambiante et va délivrer l'air à la pression convenable pour l'environnement dans lequel le plongeur se trouve. En surface, le plongeur va être soumis à une pression de 1 bar. Le détendeur va détecter une pression ambiante de 1 bar et va donc délivrer de l'air à une pression de 1 bar aux poumons qui sont à pleine capacité. Donc là, on reprend l'exemple de 3 litres dans chaque poumon, 6 litres de capacité totale. Et ces 6 litres de capacité pulmonaire seront remplis d'un air à une pression de 1 bar. Cet air contient des éléments, notamment de l'oxygène qui nous intéresse, mais aussi de l'azote en des proportions 3 fois plus importantes. Je rappelle 21% d'oxygène contre 79% d'azote. Et ces éléments sont transmis au corps de par le fait que le plongeur respire un air à 1 bar. Donc l'air qu'il respire est à une certaine pression. Et cette pression va évoluer au fur et à mesure qu'il va descendre. Une fois arrivé à la même profondeur que l'apnéiste, à savoir 20 mètres pour une pression de 3 bars ambiante, eh bien, le plongeur va être soumis exactement aux mêmes contraintes, sauf qu'il va pouvoir utiliser les bouteilles qu'il a sur lui pour délivrer de l'air à ses poumons. Le détendeur va détecter une pression ambiante de 3 bars et va donc délivrer de l'air aux poumons à une pression de 3 bars. Les poumons gardent donc leur pleine capacité de 3 litres chacun, 6 litres au total, mais l'air qu'ils contiennent est 3 fois plus dense que l'air qu'il y avait en surface. Donc ça, c'est la principale différence entre un apnéiste et un scaphandrier. D'une part, il continue de respirer et garder sa capacité pulmonaire, mais du coup, l'air que les poumons contiennent est 3 fois plus dense que l'air que l'on respire en surface, par exemple. Cet air, il va servir à oxygéner le sang qui va être pompé par le cœur, et donc les éléments qu'il contient vont être diffusés dans le cœur. Mais il faut comprendre que ces éléments sont 3 fois plus denses que l'air que l'on respire en surface. Donc la proportion d'oxygène et d'azote est sensiblement supérieure à un air que l'on respire normalement. Résultat, ces éléments vont infuser entre guillemets dans le corps. L'oxygène, lui, va être consommé, mais l'azote, lui, ne va pas être consommé. On considère que c'est un gaz neutre métaboliquement. Donc l'azote va infuser au même titre que le reste des gaz, mais il ne va pas être consommé par le corps.
Si l'on regarde les choses d'un point de vue purement circulation sanguine, les éléments contenus sous pression dans les poumons vont être transmis à tout le corps par le biais de la circulation sanguine, l'oxygène et l'azote, après le facteur temps va intervenir. Le plongeur va continuer son exploration, le temps va passer, et avec ce temps, la diffusion des éléments, toujours par le biais de sa circulation sanguine, va modifier l'état dans lequel il se trouve. Avec le temps et de l'air sous pression, le corps du plongeur va progressivement se saturer. Il va continuer sa plongée et va arriver le moment où il doit remonter. Il arrive à la limite de ses réserves, où il a décidé qu'il avait vu assez de choses, et il va devoir amorcer sa remontée. Mais l'état dans lequel il est maintenant n'est pas le même que celui dans lequel il était quand il a démarré la plongée. Son corps n'a pas la même saturation en gaz, et notamment en azote, que quand il a démarré la plongée. Il va donc amorcer une remontée lente, de manière à permettre aux éléments qui sont dans son corps de s'évacuer par les voies respiratoires. Donc le gaz contenu dans le sang qui se dilate progressivement va être expiré par le biais des échanges sang-poumon assurés par les alvéoles pulmonaires. Le cas échéant, il va s'arrêter pour faire un palier de décompression où il va fortement ralentir sa remontée de manière à permettre aux éléments dans son corps de s'évacuer par les voies respiratoires et notamment l'expiration. S'il faisait une remontée trop rapide, à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'il ne permet pas aux éléments gazeux dissous dans son corps de s'évacuer totalement par les voies respiratoires. Et ça a pour conséquence de créer des micro-bulles, alors des bulles silencieuses si c'est un phénomène léger, mais des bulles potentiellement plus grosses si la montée est trop rapide. Ces bulles-là vont apparaître dans les tissus, dans les ligaments, dans les muscles et dans le sang éventuellement. Le fait de remonter trop vite et de se retrouver donc soudainement à une pression sensiblement inférieure à celle à laquelle on était quand on plongeait, va pouvoir, le cas échéant, avoir un effet d'effervescence comparable à un effet de Coca-Cola ou de champagne quand on ouvre la bouteille. Cette différence de pression, tout d'un coup, va générer l'apparition de bulles dans le liquide ici étant le sang, et donc ces bulles elles peuvent apparaître dans les muscles, dans les tendons, et notamment dans ce qu'on va surveiller le plus, dans le sang. Puisqu'à ce moment-là, donc on a l'apparition de bulles de gaz qui apparaissent dans le système sanguin. Et ça peut créer des bouchons d'air qui sont ni plus ni moins que des embolies gazeuses. Et quand elles surviennent dans les artères, ce sont des embolies gazeuses artérielles. Quand elles surviennent dans le cerveau, dans le cœur, c'est un infarctus typiquement. Et quand elles surviennent dans le cerveau, c'est un AVC. D'où l'intérêt pour notre plongeur de connaître sa situation en matière de saturation. Et c'est précisément à cela que vont nous servir les tables RDP que l'on va voir par la suite.